aujourd'hui, avec cette fake news qui se répand et cette volonté finalement de croire une forme d'évidence, parce que l'évidence est plus facile à croire que la complexité. Et l'évidence a besoin généralement de quelques mots pour être énoncée, tandis que la complexité aura besoin non pas de 30 secondes ou de 15 secondes, mais d'au moins 3 minutes pour être démontrée. Très souvent et trop souvent, la vérité est devenue une opinion comme une autre. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour cet nouvel épisode de Sapiens Sapiens. Depuis une quinzaine d'années maintenant, la surabondance informationnelle, la création de médias quasiment par tout le monde, à tout moment et accessibles en permanence, a créé un nouvel ordre justement médiatique, une nouvelle façon pour l'opinion publique de se former, pour les débats de se produire. Alors on connaît la citation du regretté de l'immense Umberto Eco. Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Quelle est la place de l'expertise et des experts dans ce nouvel ordre, nouveau désordre informationnel? Quelle est leur influence réelle? Comment se fabrique l'opinion et quelle est à travers cela la place des médias traditionnels? Pour parler de tous ces sujets, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Dose. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour, il a raison Umberto Eco. Oui, cette citation est formidable et on ne cessera jamais assez de pleurer sa disparition. Et d'autant plus que ses romans étaient toujours absolument extraordinaires. Il faut évidemment les lire. Alors Nicolas, je suis ravi de vous recevoir parce que pour une fois, c'est vous qui allez être interrogé. Oui, et j'adore. Je suis sur le grill cette fois-ci. Cette inversion pour une fois. Alors, École supérieure de journalisme de Paris, évidemment présentateur économique phare des antennes de BFM TV depuis 2001 et de BFM Business. Vous êtes animateur de l'émission que tout le monde connaît et que tout le monde suit, Les Experts, et intervenant dans la matinale de BFM. Vous êtes d'ailleurs un des plus vieux matinaliers en exercice de France. Parce que c'est vrai que c'est un métier où en général, on ne fait pas de vieux os. C'est vrai. Je ne sais pas si je suis le plus vieux, mais je commence à avoir de l'ancienneté. En tout cas, ça fait un moment. C'est quand même spécialement courageux, il faut une sacrée énergie. Et vous avez été journaliste économique à Radio Classique. Alors, pour commencer, la crise du Covid, ça a été évidemment marqué par l'arrivée sur les plateaux télé de plus de docteurs, de médecins qu'on n'avait jamais vus depuis le début des médias sans doute, et puis des médecins dont on a pu avoir l'impression qu'ils étaient extrêmement en opposition, en incohérence les uns avec les autres. C'est incroyable. Et est-ce que ça n'a pas donné une image un petit peu bizarre pour les gens et décourageante de l'expertise? Est-ce que ça n'a pas fait beaucoup de mal à la représentation de l'expertise, peut-être même d'ailleurs à la représentation de la science dans les médias? Est-ce que tu as été une école de relativisme pour les gens? Sur la question effectivement de la présence des médecins, des professeurs de médecine qui n'avaient pas été formés à l'exercice, moi-même j'ai eu la surprise de voir qu'il n'y avait absolument aucun consensus chez les médecins, que ce soit sur les solutions thérapeutiques, que ce soit sur la dangerosité du virus, ses perspectives. Bon, après, ils allaient sur les plateaux de télé et ils se retrouvaient face à des journalistes qui leur posaient systématiquement des questions définitives sur tout. Le virus va-t-il se poursuivre? Le virus va-t-il disparaître quand il fera chaud? On leur demandait des réponses définitives sur des sujets dont on ne maîtrisait pas la réponse et qui avaient une dimension empirique. Mais en tout cas, pour un observateur de la chose scientifique et médicale que je suis, parce que là je n'ai pas d'expertise, j'ai quand même été très surpris de voir comme étant des éminents professeurs sur des plateaux télé, on pouvait avoir autant d'avis divergents. C'est un peu une école d'humilité. Après, on pourra effectivement faire un petit bilan derrière pour savoir lequel a été le plus constant et le plus proche de la réalité. Enfin, tout le monde s'est quand même plus ou moins trompé à différents moments. Ça a été assez particulier, et ce n'est pas fini d'ailleurs, cette exposition médiatique de l'expert en santé qui vient nous délivrer un savoir qui en fait n'est absolument pas partagé par ses pairs, pas nécessairement, sans parler de l'opération Raoult, qui alors là a été le summum absolu. On n'était plus dans l'expertise, on était dans la religion. On avait ouvert une chapelle et c'est devenu quelque chose d'absolument imprévisible. Extraordinaire à observer d'ailleurs. Peut-être que les économistes, finalement, ont eu une comparaison agréable puisqu'ils ont eu l'impression à côté qu'ils étaient relativement d'accord, relativement cohérents. Et presque choses, de temps en temps, ils arrivaient à prévoir un truc. Oui, sur certaines choses, c'est vrai. En tout cas, la question se pose aujourd'hui du rôle dans la fabrique de l'opinion de ces experts qu'on appelle. La plupart des médias se nourrissent énormément d'experts, ou autant de gens qui sont déclarés tels, et qui sont envoyés sur les plateaux pour s'exprimer. Est-ce qu'ils ont vraiment aujourd'hui un rôle? De quelle façon on peut analyser
l'impact de ces gens qu'on appelle? Est-ce qu'ils font seulement du remplissage ou est-ce qu'ils ont un réel rôle? Non, ils ne font pas du remplissage. Il faut voir que d'une manière très pragmatique, prosaïque, le fait de faire intervenir des experts sur les plateaux de télévision, ce sont des émissions bon marché pour les chaînes. Quand vous faites de l'info, on continue 24/24. Il faut rappeler qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, bien sûr que non. Oui, bien sûr. Les chroniqueurs réguliers sont payés. Voilà. Mais quand vous faites un plateau d'experts, c'est le cas sur BFM Business, vous en savez quelque chose, vous ne touchez pas un copec pour venir. Et si vous ne me demandez pas de taxi, je ne vous le propose même pas. Il n'y a même pas le taxi chez BFM Business. Ça, c'est une remarque purement basique. Oui. Après, j'ai envie de dire que je ferai un grand distinguo entre l'émission à laquelle vous faites référence, qui est une émission d'expertise en économie. Alors certes, un peu tout sujet. On va parler de l'inflation, on va parler des marchés financiers, on va parler des banques centrales, on va parler des choix de politique budgétaire. Mais enfin, on reste quand même dans un domaine d'expertise un peu restreint. La difficulté, c'est que j'ai constaté qu'aujourd'hui, on fait venir des experts, en fait, des personnalités qui souvent sont un peu les mêmes, à qui on demande de s'exprimer sur absolument tous les sujets. Et on fait venir des gens qui sont assez récurrents dans les médias pour devenir des tautologues absolus. Et il faut reconnaître que ça finit quelquefois par nuire un petit peu à la qualité de l'expertise, justement. Si vous faites des vraies émissions d'expertise, en invitant des gens totalement inconnus, mais qui ont une vraie expertise sur un sujet, là, vous allez avoir de la connaissance et de l'avancée en matière de compréhension du sujet et même de capacité à acquérir une culture particulière par rapport à ce sujet. Mais quand vous faites intervenir à peu près toujours les mêmes, parce que les médias sont dans un flux tendu permanent, donc vous avez votre petit groupe de personnes que vous faites tourner du lundi au vendredi et vous leur demandez d'avoir un avis sur tout. Et ces gens n'ont pas une compétence et un avis sur tout. Et il arrive que l'expertise soit bonne quand ils sont compétents sur le sujet sur lequel ils s'expriment. Il arrive que ce soit assez catastrophique et un petit peu café du commerce quand on leur demande d'avoir un avis. Par exemple, justement, le professeur Raoult a-t-il raison, monsieur X ou madame Y, qui intervient en tant qu'expert, mais qui en fait est quasi chroniqueur compte tenu de sa régularité dans le média dans lequel il s'exprime. Donc, si vous faites de la vraie expertise, vous allez sur France Culture. Alors là, vous avez des émissions d'expertise, mais ce sont des émissions sur lesquelles il faut prendre le temps, sur lesquelles il faut s'arrêter, et il faut avoir le temps de réfléchir. Et ce n'est pas exactement le mode de fonctionnement des médias aujourd'hui. Donc l'expertise capable d'éclairer l'opinion avec ces limites que je viens de citer, dans la mesure où on leur demande de dire trop de choses sur trop de sujets par rapport à ce qu'ils maîtrisent vraiment. Il ne s'agit évidemment pas de critiquer les médias en eux-mêmes, mais d'essayer de comprendre en quoi leur modèle économique, leur fonctionnement ou la tendance naturelle de la façon dont ils fonctionnent, effectivement, ne favorise peut-être pas toujours la mise en valeur, peut-être de la vraie expertise ou des bonnes expertises. Et puis en effet, le temps, vous avez parlé du rythme, ça c'est très important. Le pool d'experts, ça prend du temps d'aller trouver les gens, d'aller les identifier sur des sujets. Vous n'avez pas des rédactions extrêmement importantes. Et donc naturellement, vous allez finir par appeler les mêmes avec cette dérive de la tautologie. Cette dérive de la tautologie, cette volonté aussi d'essayer de mettre des gens dont on sait qu'ils ont des avis opposés pour créer un petit peu de combat de coq sur le plateau. Ça se comprend. C'est vrai que si vous mettez trois personnes qui partagent exactement le même avis, on va vite s'ennuyer. Ça peut quelquefois être une tentation forte. Il faut bien voir que une émission de télé, une émission de radio, elle est d'abord là pour remplir la salle avant de jouer le rôle d'un amphi d'université. Le journaliste ne se sent pas en priorité une mission pédagogique. Il se sent en priorité une mission d'animer un média et que ce média fonctionne. Voilà. Je prenais l'exemple de France Culture, qui est une très très bonne radio. Si elle n'était pas intégralement financée par l'État, elle n'existerait pas, parce qu'elle est très peu écoutée. Donc vous devez d'abord remplir la salle. Après, effectivement, quand vous regardez le panel de ce que vous offrent les médias traditionnels, vous avez cette tentation du combat de coq qui est plus ou moins forte en fonction des émissions. Et il y a des émissions qui essayent de prendre un peu plus de temps pour être un peu plus dans l'analyse profonde de l'actualité et de sa complexité, et d'autres qui préfèrent faire davantage de bruit et peut-être un peu moins d'introspection. Je ne cite pas de nom volontairement. Parce que comprendre l'actualité, ça ne peut pas uniquement être quelque chose qui vous est apporté tout près par un média. Ça demande une réflexion personnelle, ça demande une mobilisation de l'esprit, et les médias ne pourront pas tout faire à la place de l'intelligence naturelle des individus. Peut-être que déjà, on parle là du rôle de l'éducation qui devrait… Ah, mais on pourrait, oui, on pourrait, bien sûr. Mais bon, ça fait 25 ans qu'on baisse le niveau des diplômes, faute de monter le niveau des élèves. Maintenant, après, il ne faut pas s'étonner de nos classements PISA. Voilà. Parce que vous parliez de la demande, évidemment, ça paraît insoluble, puisqu'on a une demande qui va venir
D'abord parce qu'elle voit les mêmes têtes, parce qu'elle aime bien cette régularité. En effet, les médias rendent C'est compte très que les gens frappant préfèrent avoir les mêmes gens. C'est très frappant aujourd'hui. Un peu comme au cinéma, on va voir le gars, parce qu'il y a les quelques acteurs, le pool qui est un peu toujours le même. Et puis le côté un peu opposition, parfois totalement artificiel. En réalité, vous allez absolument essayer d'avoir des avis extrêmes. Au lieu d'avoir un avis nuancé, vous préférez avoir deux avis extrêmes. Et ça a quand même un effet de dégradation sur le débat public. En tout cas, on a l'impression. Si je regarde la qualité effectivement de ce qui nous est servi par les médias en général, c'est pas la recherche premium qui caractérise exactement la façon dont sont montées les émissions, que ce soit dans le choix des sujets, que ce soit dans le choix des panels pour venir s'exprimer. Alors moi j'ai une particularité, c'est de faire que de l'économie, donc je suis préservé de cette tentation de dériver vers les sujets un peu excitants pour l'opinion, les sujets un petit peu passionnels. Quand on va débattre, Olivier, ensemble pendant 10 minutes de savoir si l'inflation sera durable ou pas, on n'est pas, si vous voulez, sur quelque chose qui va exciter les foules, même si c'est un sujet fondamental. Voilà, on pense que c'est fondamental et que ça devrait exciter les foules, mais non, en effet. Mais depuis quelque temps, on tourne en rond sur les thématiques des débats à la télévision, à la radio. On va être sur les questions d'islam, les questions d'insécurité, les questions de violence policière, les questions de ghettoisation des quartiers, qui sont des sujets qui étaient un peu tabous par le passé, qui maintenant sont considérés comme des sujets sur lesquels il faut débattre. Et c'est un peu monosujet. Souvent, l'actualité telle qu'elle est traitée va traiter un ou deux sujets dans la journée. On va passer 24 heures à se demander si Éric Zemmour sera candidat. Voilà. Et de la même manière, quand un fait divers va chasser un autre fait divers, on va être capable de s'accrocher à cet os et de le ronger de 8 h du matin jusqu'à 19 h, jusqu'à avoir dit tellement de choses qu'on a dit trop de choses et que finalement on a complètement noyé, encore une fois, le sujet dans sa complexité. Donc oui, ça c'est un petit regret. Ouais. Moi qui consomme exclusivement de l'information dans les médias, j'ai très souvent beaucoup de mal à y rester longtemps et à y retrouver mon compte en termes justement d'avancer. Est-ce que j'ai fait un progrès entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai arrêté, ou est-ce que je me suis distrait? Ouais. Bien, il y a quand même souvent plus la volonté de se distraire que de s'informer, plus la volonté de rêver que de réfléchir. Ça, c'est le problème du fast news. Les médias ont conscience de ce fast news et donc ils agissent en conséquence en s'adaptant, quoi qu'ils en pensent et même sans forcément l'avoir vraiment décidé de manière éditoriale, en s'adaptant aux gens qui sont en train de les écouter. Et on préfère fantasmer plutôt que comprendre, et c'est valable dans des quantités de domaines. Et donc, l'offre du paysage audiovisuel, ça va s'adapter à cette tendance-là, qui est une tendance pas nouvelle, mais qui s'est accentuée. Oui, ce qu'on pourrait appeler un peu l'infotainment en quelque sorte. L'infotainment, il y a beaucoup d'infotainment. Mais évidemment, un journaliste, on va lui demander de l'audience et puis on sera content s'il y en a. Mais il y a quand même quelque chose comme la conscience professionnelle, j'imagine. Hein. Vous avez fait une école de journaliste, j'imagine dans l'école de journaliste, on réfléchit à ça. On réfléchit au rôle du journaliste sur l'évolution de la démocratie, sur la façon dont l'opinion se fait. Et donc, en permanence, on doit se dire, bon, est-ce que là, on est en train de traiter la chose d'une façon relativement juste, relativement propre. Alors, en économie, vous êtes protégé de certains sujets, mais il y a quand même des questions qui se posent. Ça va dépendre de la personnalité du journaliste, de la distance qu'il arrive à mettre avec sa direction, de son positionnement hiérarchique. Moi qui suis éditorialiste, j'ai une très grande liberté. Je suis à BFM Business en plus, où j'ai une liberté d'autant plus grande, mais ça ne se passe pas forcément comme ça partout. Et il peut arriver dans certains cas que si une actualité l'exige, la direction en chef prend les rênes de la manière dont les choses vont se dérouler. Et il a pu arriver dans cette... Enfin, j'ai eu des récits où effectivement arrive un moment sur un événement très chaud où le directeur de la rédaction est dans la régie et parle régulièrement dans l'oreillette au journaliste qui est en train d'animer parce qu'il faut continuer à entretenir cette info qui vient de tomber, qui n'est pas forcément d'une première importance, mais qu'on considère suffisamment sexy pour mériter qu'on lui donne peut-être une dimension et une place qu'elle ne mériterait pas forcément. Après, si vous avez la possibilité de pouvoir dire non, vous avez parfaitement la possibilité de garder effectivement votre libre arbitre sur les informations que vous allez faire monter, celles que vous n'allez pas faire monter, celles qui méritent d'être mises en avant, et vous les hiérarchisez. Mais ça va dépendre de la rédaction dans laquelle vous travaillez, et j'ai envie de dire un peu de votre personnalité par rapport aux gens qui vous dirigent. Tout ça devient un sujet très humain. Et donc, il n'y a pas la bonne solution, la mauvaise solution. Il y aura plein de situations très particulières qui feront que ce que vous décrivez se produira ou ne se produira pas. Mais oui, parfois, sur certaines informations, il peut y avoir un côté un petit peu dégradant. Quand on passe une journée à se demander si Jean-Marie Bigard sera candidat à la présidence de la République, il ne se passe plus rien dans le monde ce jour-là. Et pourtant, il y a eu une journée où c'est pratiquement ce qui s'est passé.
Jean-Marie Bigard va-t-il se présenter en 2022 ? C'est-à-dire C'est sûr que là, si vous avez la possibilité de dire « je suis désolé, je n'en parlerai pas », et que vous décidez de faire autre chose, c'est bien. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est beaucoup moins bien. Oui, il y a un coût d'opportunité, dirait un économiste, parce que pendant ce temps-là, vous ne parlez pas de sujets plus intéressants qui auraient contribué à l'information en quelque sorte. Écoutez, c'est une perte de temps. Bon, moi, encore une fois, l'économie me préserve énormément. Je me félicite tous les jours de ne pas avoir été littéraliste politique et de faire de l'économie. Parce que l'économie a l'avantage de se baser, pas forcément sur des certitudes, mais quand même sur une science académique. Et puis on évoque un sujet si on a de quoi le nourrir. Quand on me demande à BFM TV, tiens, tu vas lui faire une chronique sur la neige, combien ça coûte ? Et je dis non, je ne ferai pas une chronique sur la neige, combien ça coûte. C'est un sujet qui n'est pas renseigné. Alors en plus, la neige pendant 24 heures sur la N118, ça ne coûtera rien. Oui. Si ça devait durer effectivement 6 mois, ce serait un autre sujet. Et là, on commencerait à avoir un petit peu de nourriture chiffrée. Oui. Pareil pour le climat. C'est très intéressant d'avoir des évaluations, mais c'est très compliqué naturellement. Alors, vous parliez d'influence, des coups de fil qui peuvent arriver à partir du moment où, depuis longtemps, les médias ont une influence sur les gens. J'imagine que la politique essaye d'influencer un petit peu. Est-ce qu'il y a des façons dont, de temps en temps, les politiques, parce que vous n'en recevez pas en réalité directement. Moi, dans mon émission, je n'en reçois pas, mais j'en crois. Vous n'avez pas cette chance-là. Je suis ravi de ne pas en avoir. Je suis ravi de ne pas en avoir. Parce que le politique a tendance à dire ce qu'il doit dire et ne pas dire ce qu'il sait. Ce qu'il sait, voilà. Ce qu'il pense. Et d'ailleurs, le politique a tendance à aller jusqu'au vote d'une loi au Parlement en sachant au moment où il vote cette loi qu'il ne devrait pas la voter, et pourtant il la vote quand même. C'est quand même un politique, François Mitterrand, qui décide de mettre la retraite à 60 ans en 1981, le même François Mitterrand qui en 1956 avait lutté contre les syndicats, qui voulaient la ramener de 67 à 65, et lui, en tant que ministre, insistait pour qu'on la laisse à 67 ans. Quand il la met à 60 ans en 1981, il sait qu'il fait une erreur structurelle de l'économie française que nous portons encore aujourd'hui. Donc le politique, moi, j'en reste loin. Mais vous me demandiez si on me téléphonait pour me donner des instructions ? Non, ça s'est absolument jamais produit. D'accord. Ça s'est jamais produit. Donc c'est intéressant pour les spectateurs de savoir. Jamais produit. Un coup de fantasme. Je n'ai jamais eu coup de téléphone d'un politique pour me dire faites ceci, faites cela. Il est arrivé qu'on m'appelle après avoir entendu une chronique pour me donner un élément d'information supplémentaire. Et là, je suis tout à fait preneur. Il m'est arrivé d'avoir des discussions hors caméras et micros avec Bruno Le Maire, par exemple, mais sur vraiment des sujets d'actualité et pas du tout sur une pression quelconque qui viendrait des politiques. De la même manière, le politique fait ce qu'il veut, peu importe ce que disent les médias. En partie, oui, on a l'impression. En partie. Oui. On a quand même une petite victoire à BFM Business. On a obtenu entre 6h du matin et 18h le retrait d'un amendement en 2014. Donc on a quand même servi à quelque chose. Alors vous allez me dire, c'était vraiment un amendement sur un sujet de niche qui avait été repéré dans la loi de finances par une de nos vigies qui sait lire et comprendre une loi de finances, et qui nous a alerté que nuitamment avait été glissé un amendement qui allait ressusciter les bonnets rouges bretons. Et donc on a tiré à boulet rouge, c'est le cas de le dire, avec Stéphane Soumier à l'époque, du petit matin, toute la journée. Il n'y avait que ça. C'était devenu notre sujet notre combat du jour. Un amendement qui visait à surtaxer les plus-values de cession de détenteurs d'entreprises, notamment de SAS, Société par Action Simplifiée. Et on a tellement tiré fort que 3 personnes à Bercy ont appris l'existence de cet amendement qui fut glissé nuitamment par Christian Eckert. Il s'appelait Thierry Mandon, il s'appelait Michel Sapin et Emmanuel Macron. Et quand ils ont vu l'horreur de l'amendement glissé par Eckert, qui était quand même probablement l'anticapitalisme qui avait infiltré Bercy, l'amendement a été retiré à 18h. Là, ça a été une sacrée victoire. Parce qu'on avait le sentiment d'avoir été très utile. Pas simplement en termes de pédagogie, mais en termes d'action politique. Comme quoi, vous pouvez être des lanceurs d'alerte aussi, et donc des éclaireurs quand même. Bien sûr. Enfin bon, après le politique, qu'il y ait des experts, qu'il y ait des médias, qu'il y ait des merveilleux économistes qui font des rapports, le politique fait ce qu'il veut. Sinon, le rapport Armand-Rueff n'aurait pas calé une armoire normande. Le rapport Attali, bien que livre de chevet de Nicolas Sarkozy, se serait quand même vu dans les faits. Et on n'aurait pas attendu des années avant de libéraliser les taxis. Quant au rapport Tirole-Blanchard qui nous a été rendu il y a quelques mois, de la même manière, on voit difficilement comment il va trouver une traduction politique bientôt. Donc, on peut laisser causer l'expert, le journaliste, l'éditorialiste et les économistes sans que ça ne change absolument rien à l'action politique. Le choix politique passera avant tout. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu décourageant ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, tous ces experts que vous invitez, qui discutent, qui ont des connaissances précises, ils ne sont parfois pas d'accord, mais enfin, qui sont souvent d'accord sur ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs c'est assez surprenant, finalement, l'économie dans les médias, à quoi ça sert ? Alors, moi, je considère que ça permet d'éclairer les gens qui ont envie de s'intéresser. Le problème, c'est qu'encore faut-il que les gens, effectivement, aient envie de s'informer et pas de se distraire, aient envie de réfléchir et pas de rêver. Voilà. Alors, ceux qui viennent nous écouter dans cette émission que vous connaissez, ils ont ce désir-là. Et sur des quantités de sujets qui sont des sujets complexes,
c'est quand même important, ne serait-ce que de leur expliquer les mécanismes, la tuyauterie, le mode d'emploi. Quel est le phénomène qui se produit si l'inflation devient durable? C'est quoi une inflation durable par rapport à une inflation temporaire? Qu'est-ce qui se passe si l'inflation devient durable avec cette fameuse boucle prix-salaire? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là auprès des politiques monétaires et des choix de banque centrale? Qu'est-ce qui se passe si une banque centrale décide d'augmenter son taux directeur? Et tous ces mécanismes-là sont quand même des mécanismes qui méritent d'être éclairés. Là, on a eu un débat pour savoir s'il fallait un impôt sur les sociétés mondiales. C'est quand même intéressant de confronter des points de vue pour savoir si, pour la première fois dans l'histoire, l'ensemble des pays du monde, pilotés par l'OCDE, doivent s'entendre sur une fiscalité unique. Il y a un côté assez révolutionnaire, toujours voulu par les Américains. Là, on est là pour apporter d'abord des éléments d'explication avant de dire c'est bien, c'est mal, c'est gentil, c'est méchant, c'est blanc, c'est noir, c'est jour-nuit. Déjà des éléments d'explication pour comprendre des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes simples. Et je suis encore en train de le faire, encore aujourd'hui, sur les projets des banques centrales de créer des devises numériques. Qu'est-ce qui se passe si mon euro que j'ai aujourd'hui dans ma poche sous forme de billet de banque n'est plus un billet de banque mais une devise numérique? Pourquoi faire ça? Ça sert à quoi? Quel est l'intérêt? Déjà de l'explication. Posons les faits, expliquons-les, éclairons-les, et après donnons éventuellement une opinion. Mais effectivement, sur l'économie, on n'est pas là systématiquement pour être pour ou contre. On est déjà là pour comprendre, ce sera déjà pas mal. Et là, de ce côté-là, j'ai la faiblesse, et je sais d'ailleurs qu'il est arrivé que j'ai croisé des hommes politiques qui m'ont dit, vous savez que j'écoute votre émission parce que quand même, ça permet de mieux comprendre certains mécanismes. Tous les élus du Parlement ne sont pas tous économistes. Il y a quand même pas mal de médecins et pas mal d'avocats. Il n'est pas évident qu'ils aient tous exactement la maîtrise des mécanismes économiques qui pourtant doivent être maîtrisés quand on a comme première mission en tant que parlementaire le fait de voter la loi de finances. C'est pas mal de comprendre comment les choses se passent. Ne serait-ce que, je me souviens un jour avoir expliqué à un homme politique comment la France s'endette. Donc lui avoir expliqué qu'il y avait une agence à Bercy de 35 personnes chargée, telle une salle de marché, de placer la dette de la France sur les marchés financiers dans une fenêtre très précise le jeudi entre 10h et midi. Comment le processus se déroulait, quelles étaient les missions primaires auprès d'une série de banques sélectionnées qui ensuite allaient arroser le monde entier, et que si à midi l'opération n'était pas terminée et la somme voulue n'avait pas été levée, on rouvrait le guichet à 14h et qu'on montait le taux. Et qu'au bout d'un certain temps, si le taux va trop haut, c'est là où tout d'un coup on est pris à la gorge. Les Italiens l'ont vécu avec Berlusconi, où un coup d'État parlementaire l'a écarté pour mettre Mario Monti à la tête du pays. Le pays était monté à 8% de dette, enfin, d'endettement, et en 48 heures, Mario Monti avait rassuré le monde entier, on était retombé à 2,5. Quand vous avez effectivement un homme politique qui découvre intégralement ce que vous lui expliquez et qui pourtant vote dans la loi de finances un niveau d'émission de dette neuve sur l'année de temps, c'est quand même gênant. C'est doublement consternant. C'est important qu'il le sache. Donc voilà. Oui, c'est à la fois un homme politique qui est très très détaché de ces questions qui sont fondamentales. Mais il y en a plein. Et puis des choses dont on comprend bien qu'en fait elles font réellement la prospérité d'un pays à long terme, sa capacité à se développer. Alors il y a la démagogie aussi. Quand Jean-Luc Mélenchon vous dit on va annuler la dette Covid, celle qui est détenue par la BCE. Je pense qu'il est dans la démagogie. Il ne sait pas que cette dette qui en fait est dans les coffres de la Banque de France ne nous coûte rien. Même si cette dette avait été levée à 20%, les 20% d'intérêt, la Banque de France les reverse à l'État français. Cette histoire d'annulation de dette Covid est une illusion totalement inutile, qui ne sert à rien. C'est juste inutile. Et on a eu des jours de débat avec des... aucune réalité. Ça n'a aucun sens. Si on devait annuler une dette qui nous pose problème, ce serait la dette détenue par le reste du monde. Bon, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez envoyé ce message, vous savez que vous inscrivez le risque de défaut sur votre pays, et à ce moment-là, tout va déraper. Mais voilà un politique qui prend position publiquement, avec une affirmation qu'il assume probablement pour des raisons politiques, mais sans avoir tous les éléments de compréhension. Et pourtant, Dieu sait si Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de tout à fait bien renseigné et de tout à fait brillant, mais je pense que sur cette technique-là, il n'a pas en tête la tuyauterie d'une dette publique détenue par la Banque centrale. Ce que ça signifie que cette dette, de toute façon, elle est déjà perpétuelle comme toutes les autres dettes et qu'elle ne coûte rien. Donc l'annuler est inutile, à part envoyer le signal au reste du monde que nous, Français, attendez-vous à ce qu'éventuellement nous fassions défaut. Maintenant, vous voudrez bien, jeudi prochain, continuer à acheter nos obligations assimilables du Trésor, s'il vous plaît? Bon, enfin voilà un exemple typique où là, le journaliste peut avoir un rôle. Et comme je le fais également sur BFM TV, qui est une chaîne très grand public, où j'essaye là d'être très très pédagogique, parce que la population qui écoute n'est pas la population un petit peu plus avertie de BFM Business, j'ai la faiblesse de croire que oui, je ne vais pas forcément effectivement peser sur les choix politiques, mais en tout cas, donner quelques clés de compréhension de mécanismes quelquefois finalement
J'admets un petit peu complexe, c'est pas maîtrisé par tout le monde, c'est pas mal. Ça permet ensuite de repartir sur une réflexion plus saine quand on se demande quoi faire, comment le faire, quelle décision prendre. En fait, l'économiste, il est juste là pour dire aux politiques, si vous faites tel choix, ça aura tel effet. Si vous faites tel choix, ça aura tel effet. Maintenant, faites vos jeux. Voilà. Et probablement en informer les gens. On est quand même surpris quand on regarde le paysage audiovisuel français de la très grande rareté en fait des émissions économiques. Très peu, il y en a très peu. Alors peut-être que chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? Mais le sociologue, il pense que tout est sociologique et l'économiste, il dira que tout est économie. Mais enfin, on se rend bien compte que ce sont des mécanismes dont on parle qui vont déterminer absolument tout et que les choix politiques sont d'abord derrière des choix qui passent par des mécanismes et de la tuyauterie économique, donc qui n'est pas expliqué, qui n'est probablement pas connu et qui fait du coup pas l'objet des débats qu'il devrait avoir. Ah mais il est certain que c'est absolument central et qu'il y a ça a très peu de place aujourd'hui dans les médias. Il y a donc BFM Business qui est une chaîne intégralement consacrée à l'économie. Il y a 2-3 très bonnes émissions économiques sur France Inter, effectivement. Il y a un peu d'éditorial sur BFM TV le matin, puisque c'est moi qui m'en occupe. C'est vrai que je fais 2 minutes 30 sur 60 minutes d'antenne le matin, avec une chronique et un sujet. Tous font un peu d'économie, mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, on colle vraiment à l'ère du temps et aux sujets qui vont probablement nourrir la campagne présidentielle, qui sont très loin des sujets économiques. Je vais vous donner un petit off de Bruno Le Maire, qui a rencontré récemment des gens de chez nous, de BFM Business, avec d'autres journalistes économiques, d'autres médias. Et Bruno Le Maire, qui a une petite idée quand même de la politique dans son ensemble, il a été candidat à la primaire lors de la précédente élection, qui dit il a la conviction que la campagne 2022 ne sera pas économique et sociale. Que ces précédentes campagnes où tout d'un coup on se rendait compte que la dette existait, on se rendait compte que la notion de déficit avait de l'importance, ce qui obsède les Allemands, mais ce qui n'a jamais obsédé les Français, là probablement ce sera très absent et en tout cas absolument pas dominant dans les débats qui vont nous occuper d'ici mi-2022. Et je pense qu'il a raison. Je m'en rends compte d'ailleurs avec les gens avec qui je travaille à BFM TV. Je les appelle à 5h du matin pour déterminer le sujet dont on va parler. Souvent on me dit « Attends, je te rappelle, attends, quitte pas ». Mon appel n'est pas prioritaire, pas en ce moment. Je ne leur en veux pas. Ils sont tous sujets, ils traitent toute l'actualité. Ils sont dans l'urgence d'une matinale qui est un produit très lourd à mettre en place, beaucoup plus qu'un talk show d'une heure. Mais c'est vrai que le coup de téléphone de dose à 5h du matin, alors aujourd'hui je peux te parler de… Attends, je te rappelle. Avant, c'était oui, vas-y, je t'écoute. Là, on est quand même, voilà, il y a une pression sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques qui a tendance un petit peu à l'emporter. Donc, je pense qu'on va allègrement laisser filer les déficits et laisser filer la dette publique pendant un bon moment, profitant de cet environnement monétaire tout à fait particulier pour se concentrer sur autre chose. J'ai la conviction que tout le monde paiera cette facture Covid, que ce soit les individus par leur travail ou les individus par la fiscalité ou les consommateurs par l'inflation, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du moment et ça ne va pas être le sujet tout de suite. C'est un peu décourageant parce qu'encore une fois, on a l'impression qu'on ne parle d'économie que quand c'est trop tard, quand la crise est arrivée ou quand c'est devenu extrêmement problématique. On reparlera économie dans les chaînes info le jour où la France sera défaut, n'est-ce pas? Parce que les taux auront remonté. Et même une anecdote, encore une autre, et vraiment, je ne lui en veux pas du tout, mais Jean-Jacques Bourdin sur RMC, il y a très longtemps, me faisait venir en début de saison, au mois de septembre, pour faire une chronique éco. Alors tous les jours, je venais. Mais il faut être honnête, Olivier, il n'y a pas tous les jours une actualité hyper sexy en économie. Non. Quand j'arrive et que je dis, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a une nouvelle cuisine mise en place pour essayer de récupérer la TVA, par exemple, sur les achats du e-commerce, on est sur un truc un peu pointu. Jean-Jacques Bourdin, on faisait de l'économie de septembre à décembre, généralement en janvier. Bon, il arrêtait l'économie quotidienne parce que, voilà, c'était difficile de s'y intéresser au jour le jour quand les sujets ne sont pas particulièrement excitants. Et il y a certains jours où je me dis moi-même, aujourd'hui c'est pauvre. Alors j'avais un rédacteur en chef à Radio Classique qui avait cette très bonne formule, quand l'actualité n'a pas de talent, il faut en avoir pour elle. Donc ce jour-là, on essayait de trouver quelque chose d'intéressant à raconter. Mais on n'a pas tous les jours le gaz qui prend 10% et des choses qui excitent les foules. Voilà. Des infos concernantes. Des infos concernantes, voilà. Il faut que ce soit concernant. Ça, il faut que ce soit concernant. Voilà, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à intéresser BFM TV sur le phénomène d'inflation, qui est pourtant le juge de paix de la reprise. Pourtant, c'est quand même très concernant. Oui, les gens s'en rendent oui, mais tant que c'est un baril de pétrole qui ne se voit pas suffisamment dans les carburants, et tant que c'est une inflation qui concerne la pierre et les actions, bon, j'ai du mal à les intéresser, et je leur dis toujours, mais c'est le juge de paix de la reprise. Et tout dépendra du fait de savoir si elle sera justement dure ou soft.
Alors, le CSA compte de façon extrêmement attentive les hommes politiques et les personnels politiques qui s'expriment pour qu'il y ait une forme d'égalité. Bon, Même évidemment, en période d'élection. Hein. en période d'élection. Même hors période oui, d'élection. même en période d'élection, donc c'est très important. Donc, il y a quand même tout un ensemble d'expressions qui a un impact et qui ne se fait pas à ce moment-là. J'imagine qu'il y a ce souci de juste milieu aussi dans l'expression. Mais les médias traditionnels, c'est qu'une partie aujourd'hui des médias, parce qu'il y a quand même des médias alternatifs très importants, d'autres façons de se représenter, pour des gens de parler économie. Est-ce que vous avez senti une différence là depuis 15 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer? Est-ce qu'il y a vraiment des médias qu'on dit alternatifs? Est-ce que ça correspond à quelque chose? Est-ce que ça a un effet sur l'opinion? Alors, c'est assez difficile de... le média alternatif, c'est Twitter, par exemple, ou c'est la naissance de Brut, ou une chaîne YouTube très suivie sur je ne sais quel sujet, comme il y en a, et qui fait que plusieurs millions de vues. L'ensemble de cet univers qui change très vite pose quand même une difficulté, c'est la mondialisation de la fake news. Ça, c'est un vrai sujet, la mondialisation de la fake news. Parce que on est quand même sur des thématiques. Il y a quand même plein de sujets, par exemple en économie, je vais quand même rester dans le domaine qui est le mien, où il y a des choses que l'on sait. Où il y a des vérités. Et aujourd'hui, avec cette fake news qui se répand et cette volonté finalement de croire une forme d'évidence, parce que l'évidence est plus facile à croire que la complexité, et l'évidence a besoin généralement de quelques mots pour être énoncée, tandis que la complexité aura besoin non pas de 30 secondes ou de 15 secondes, mais d'au moins 3 minutes pour être démontrée. Très souvent et trop souvent, la vérité est devenue une opinion comme une autre. Et quand la vérité est une opinion comme une autre, et que vous arrivez en ayant travaillé un sujet, avec des arguments très précis, avec des éléments d'explication validés, mais que vous avez encore des gens qui préfèrent croire la simplicité et l'évidence que leur a vendu je ne sais quel média alternatif. Alors là, je ne mets pas de nom dessus. Quand la vérité est une opinion comme une autre, oui, on est rentré on a franchi une étape où la marche arrière est compliquée. Parce que là, vous avez des gens qui finissent par croire, par préférer croire, ce qu'ils ont envie de croire, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs très humain, mais, et puis même qui finissent par rejeter le travail que vous produisez, considérant que vous êtes à la botte d'eux, que vous êtes vendu à, que vous êtes de toute façon, vous faites partie du système. Et donc, le journaliste traditionnel du média traditionnel est mis dans ce qu'on appelle l'élite. Et comme disait Jacques Attali, après la crise, viendra le temps où le peuple réglera ses comptes avec ses élites. Et là, on est un petit peu en train de le vivre. On est un petit peu en train de le vivre dans les expressions populaires et la manière dont les urnes parlent ou ne parlent pas d'ailleurs. Et puis, on est aussi en train de le vivre avec cette mondialisation de la fake news qu'il est très très difficile de déminer. Parce que quand vous arrivez avec vos 3 minutes d'explication pour expliquer quelque chose qui est très facile à énoncer mais qui est complètement faux avec une désinvolture parfaite, eh bien c'est compliqué parce que le cerveau sera plus disponible pour l'information biaisée et choquante, facile à entendre, quasi pré-mâchée, comme un hamburger déjà tiède, plutôt que l'expert ou l'éditorialiste qui va arriver et qui va vous expliquer que, écoutez, je sais pas, allez, on va passer aux 32 heures. Ah, passons aux 32 heures, payées 35 bien sûr. Oui. Bon, c'est facile à dire. Moi après, je vais arriver là-dessus, je vais dire écoutez, on a déjà cru dans les années 2000 que partager un gâteau était possible et ça a été démenti par les faits. Et les fameuses créations d'emplois attribuées aux 35 heures ne sont que le fait que de 2 années de très très forte croissance au début de cette décennie 2000 et absolument pas le phénomène des 35 heures. Maintenant tout ça est validé. Et donc vous allez argumenter toute la story des 35 heures en expliquant que c'est probablement avec la retraite à 60 ans l'une des réformes structurelles qui a considérablement pénalisé l'économie française. On a réintroduit la pointeuse sur le lieu de travail, déjà psychologiquement c'était complètement tordu, mais c'est tellement facile de dire 32 heures payées 35. C'est tellement plus compliqué d'ailleurs d'expliquer que si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail. Voilà. Et donc, d'ailleurs je prépare certains de mes experts, comme vous dites, qui viennent dans mon émission. Je leur ai dit, préparez-vous sur certaines thématiques à avoir un discours à délivrer presque aussi simpliste que le discours qui vous sera délivré en face et que vous considérez comme totalement faux et totalement démagogique. Mais la démagogie est très facile à vendre et la vérité, car il y en a quand même, est beaucoup, beaucoup plus difficile à démontrer. Surtout en économie, où beaucoup d'études ont montré que les Français étaient assez éloignés de cette science ou de cet ensemble, de cette discipline, disons. Alors, je pense qu'ils ne sont pas forcément un culte en économie. Après, une bonne partie de l'opinion ne veut pas. Quand vous venez démontrer que notre système de retraite est fragile par rapport à sa structure de 1945 avec sa structure d'aujourd'hui, et que vous prenez tous les paramètres de ce système,
vous avez quand même des éléments complètement implacables qui sont indiscutables. Le déséquilibre entre les actifs et les inactifs, la facture que représente ce système de retraite, vous mettez tous les paramètres bout à bout, le fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens ont cru pendant cette crise des Gilets jaunes, non, les retraités français ne sont pas pauvres, non, les retraités français sont ceux qui ont le taux de conversion le plus important et probablement sont les plus riches de l'OCDE et aujourd'hui ont un niveau de vie à la retraite qui est supérieur au niveau de vie moyen des actifs. Mais vous avez une opinion qui ne veut pas entendre, ça. Et pourtant, là, vous n'êtes pas sur quelque chose de compliqué, vous êtes sur quelque chose de totalement validé. Donc c'est très très compliqué. Et puis après, il y a dans cette, et ça rejoint le sujet qu'on évoquait précédemment, il y a dans cette méconnaissance de l'économie attribuée à la population, le fait qu'on va préférer la simplicité à la complexité, et on va préférer ce que Frédéric Bastiat, l'économiste français, également journaliste du milieu du 19e siècle, il avait cette phrase, il arrive presque toujours que lorsque les conséquences immédiates sont favorables, eh bien les conséquences ultérieures sont funestes. Et c'est valable dans des quantités de domaines. Moi, je vais sur un plateau de télévision, je vais dire, on va encadrer les loyers, ça va profiter aux locataires parce qu'ils payent trop cher. Et puis on sait très très bien que les conséquences d'un encadrement des loyers, mais c'est ce qui ne se voit pas, c'est que vous allez fabriquer de la pénurie. Dans un marché qui a déjà de la pénurie, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Vous dites, je vais augmenter le SMIC, ce qui se voit, parce que ça va améliorer le sort de ces gens qui ont pourtant une petite rémunération. Bien sûr, mais ce qui ne se voit pas, c'est que si vous décidez d'augmenter le SMIC, à ce moment-là, vous vous écartez de l'emploi des quantités de gens qui n'ont pas de qualification. 80% des chômeurs en France sont des gens qui sont en dessous du bac ou au niveau bac. Le SMIC est déjà le plus élevé des pays de l'OCDE par rapport au salaire médian. Si vous l'augmentez, ces gens ne pourront pas trouver du travail, tout simplement. Vous prenez, je ne sais pas, l'ISF, ceux qui se voient, ils ont beaucoup d'argent, ces gens, on va leur en prendre, ils vont payer, c'est normal. Et ce qui ne se voit pas, c'est qu'on n'a jamais réussi de manière officielle, mais on le sait, à comptabiliser tous les milliards que l'ISF a coûté à l'économie française, et ISF, c'est aussi incitation à sortir de France. Ça veut dire ça aussi, ISF. Mais ça ne se voit pas. Vous prenez les licenciements, là, les Italiens viennent de le faire. Interdisons les licenciements. Si j'interdis les licenciements, il y aura plus de chômage. Oui, mais chaque fois qu'on a fait ça, on a figé les embauches. Ça, c'est ce qui ne se voit pas. Et les éléments comme ça, entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, vous en avez absolument partout. Vous avez les dividendes. Ce qui se voit, c'est le dividende, c'est cette odieuse rémunération de l'actionnaire si riche qui, en fait, prend de l'argent aux gentils salariés. C'est souvent comme ça que c'est vendu. C'est probablement l'un des éléments d'accroche les plus fréquents de la part de ceux qui sont très hostiles à l'économie de marché. Ce qui ne se voit pas, c'est que si les dividendes sont si généreux, pourquoi on n'a jamais décidé d'en bénéficier collectivement en les utilisant pour financer une partie des retraites? Ces fameux 4 points de PIB que les retraites coûtent en plus chez nous par rapport aux pays qui nous ressemblent. 4 points de PIB, ça fait 100 milliards d'euros pratiquement. Pourquoi on ne décide pas que ces 4 points de PIB vont être financés par ces énormes dividendes qui sont si scandaleux? Et ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, vous l'avez dans absolument tous les domaines. Et souvent, l'opinion en reste à ce qui se voit. Et le politique va utiliser ce qui se voit comme outil démagogique, profitant finalement d'une forme d'ignorance. Alors moi, je passe ma vie effectivement à essayer toujours de raconter ce qui ne se voit pas, derrière ce qui se voit, dans l'espoir qu'il y ait juste une compréhension factuelle des choses un petit peu plus équilibrée. Mais nous avons quand même en France, il n'y a aucun problème là-dessus, un rejet de l'économie de marché et du capitalisme supérieur à d'autres pays. On a vu des mouvements de rejet du capitalisme dans des quantités de pays, Occupy Wall Street, et il y en a eu d'autres. Mais on a quand même en France une réticence par rapport à ça qui n'est pas la même que dans d'autres pays. Quand un nouveau-né qui naît aux États-Unis, on va plutôt lui mettre une action Google dans son verso. Et chez nous, ça va plutôt être un livret A. Voilà. Un Américain qui voit que le monde change se dit qu'est-ce que j'ai à y gagner. Un Français qui voit que le monde change se demande ce qu'il a à y perdre. Et là, vous êtes sur une dimension vraiment purement culturelle. On n'est pas des Allemands. On n'est pas des Allemands et on ne le sera jamais. Il y a vraiment l'Europe des buveurs de bière et l'Europe des buveurs de vin. Nous, on est dans l'Europe des buveurs de vin. Vous prenez un exemple extraordinaire, c'est la Suisse. La Suisse a des cantons. Les cantons ont des règles d'or. La règle d'or interdit de finir l'année dans le rouge. Tous les cantons francophones sont en déficit. Tous les cantons germanophones sont en excédent. Il y a des choses, malheureusement, qui sont culturelles. Oui, on a un problème avec l'économie de marché. On a un problème avec l'enrichissement. Ce fameux ISF, on a eu du mal à s'en séparer. Il a juste été un peu transformé. Et cette tentation de taxer les riches pour payer la facture de la crise est toujours présente. Et ça, pour le coup, ça va probablement être l'un des seuls débats économiques auquel on n'échapera pas dans la perspective de 2022. On nous en reparlera en effet. Alors, pour terminer, Nicolas, il est de tradition dans Sapiens Sapiens de poser la question sur quelque part la vocation et la façon dont on devient journaliste économique, peut-être matinalier. Est-ce que cette économie, c'est un tropisme qui est arrivé tout de suite? Est-ce que c'est arrivé par chance, par hasard? Par accident. Par accident, comme ça arrive souvent. Par accident, je me suis retrouvé journaliste économique parce que j'avais raté ce que je faisais avant, qui était des études de droit. Oui.
On dit que le journalisme mène à tout, à question d'en sortir. En tout cas, moi, les échecs préalables m'ont mené au journalisme. Et le premier stage que j'ai trouvé, ça a été à Radio Classique. J'y ai fait 2 mois de stage. Après, je suis parti faire mon service militaire. Je n'avais pas été payé. Comme rémunération, on m'avait donné un jeu de croquet. Le rédacteur en chef se retourne. Il me dit, vous avez fait un très bon stage, Nicolas. C'était vraiment bien. Alors, on ne payait pas les stagiaires, mais tenez, j'ai eu ce jeu de croquet à un déjeuner de presse à midi, je vous le donne. Et donc, en sortant de l'armée, j'ai écrit à Gérard Bonos à Radio Classique et je lui ai dit, Gérard, je suis prêt à travailler chez vous comme pigiste, cette fois-ci rémunéré si vous le voulez bien. Il m'a appelé dès la semaine suivante, puis j'ai fini par y travailler de manière récurrente jusqu'à avoir un CDI. J'y ai passé 5 ans et en 1998, le Graal pour un journaliste radio, Nicolas, je voudrais vous confier les matinales. Alors, il était hors de question de dire que je ne voulais pas me lever le matin, parce que j'aimais ce métier, parce que c'était passionnant, et puis qu'en plus, la relation de l'information, de l'opinion à l'information du matin est une relation totalement unique. On se lève le matin, l'information, ça va avec le café. Et beaucoup de gens n'y échappent pas, tandis que le reste de la journée, malheureusement, peut connaître des aléas où il n'est pas évident qu'on ne passe pas entre les gouttes de l'information. Et donc, me voilà journaliste économique complètement par hasard. Si j'avais fait mon stage qui s'était bien passé à l'équipe, peut-être que je serais un spécialiste des Bleus aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, je suis resté matinalier, j'ai quitté Radio Classique, je suis rentré à BFM. Et à BFM, grâce aux pertes de France Télécom, je suis devenu chroniqueur et éditorialiste économique, puisque France Télécom, au moment de la bulle Internet, souvenez-vous, avait perdu 13 milliards 700 millions d'euros. Et l'entreprise disait qu'elle était rentable. Et donc à l'époque, la rédactrice en chef de BFM, avant son dépôt de bilan, Guylaine Ottenheimer, m'a dit « Nicolas, je ne comprends pas. Une entreprise qui perd 13 milliards et qui me dit qu'elle est rentable, ce n'est pas possible. » Donc maintenant, vous arrêtez les reportages et vous revenez le matin en matinale. Vous avez 4 minutes tous les matins pour m'expliquer la vie des entreprises. Alors là, j'ai dit oui parce que c'était un progrès professionnel, mais j'ai mis des bouchées doubles pour être capable d'expliquer pourquoi en perdant 13 milliards, on était rentable. Voilà. Maintenant, je sais qu'effectivement, c'était le phénomène d'amortissement des survaleurs à l'époque où ils avaient fait toutes leurs acquisitions en cash et pas en actions. Comme tout s'était écroulé, tout avait perdu de la valeur et tout ce qui était en cash dans le bilan était mis en négatif. Voilà. Enfin bref, donc de fil en aiguille, Alain Veil est arrivé à racheter BFM au tribunal de commerce de Nanterre en 2002. Je faisais partie de l'équipe qui faisait de l'économie, donc je suis resté dans la future BFM économique. Et puis voilà, les choses se sont construites comme ça petit à petit. Alors les experts sont venus considérablement m'aider à faire mon auto-licence d'économie, parce que c'est vrai que je me suis un peu formé. Mais j'ai bachoté, hein. Il y a des moments où j'ai bachoté des sujets. Vraiment. Depuis l'or, les accords de Bretton Woods, jusqu'à la fin de l'État Noir, je me suis fait des fiches comme un étudiant par moment pour bien maîtriser certains sujets. Et puis, comme les bonnes mayonnaises, il y a un moment quand l'émulsion s'est faite et que vous ajoutez un ingrédient, tout se passe bien, tout rentre dans la bonne case. Et voilà. Mais c'est une forme d'accident de l'histoire. Je crois qu'en tout cas, l'information économique peut se féliciter de cet accident moi, je me félicite qui fait que vous y travaillez. Ouais. On espère encore pour longtemps. Espérons. Merci beaucoup, Nicolas Dose, d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci.